Voilà, 14h30, c'est l'heure de notre troisième table ronde du Borders Forum. Bienvenue à tous avec de nouveaux invités et un grand prix des initiatives transfrontalières. N'hésitez pas d'ailleurs à envoyer vos questions comme vous l'avez très bien fait ce matin. On a eu quand même une trentaine de questions pour nos panélistes, bien sûr. Et puis, je rappelle que les débats seront traduits en français, en anglais, en allemand. Il faut cliquer sur la bonne langue pour nous suivre, bien sûr. Celle qui est votre langue de travail. Après 30 ans de coopération transfrontalière, les territoires frontaliers sont les premières victimes de la crise du Covid et de la crise économique, mais ce sont aussi des vecteurs de solutions à travers les groupements européens de coopération territoriale en particulier. Alors, quel rôle ont-ils joué activement sur le terrain? Du jour au lendemain, des États membres se sont retrouvés à fermer leurs frontières et à offrir finalement peu de perspectives à ces régions frontalières. Elles ont beaucoup souffert, particulièrement dans le domaine médical ou de la gériatrie, mais aussi, on le verra, dans bien d'autres secteurs. Nous allons en parler avec nos invités aujourd'hui qui sont de très bons connaisseurs sur le terrain, précisément. Isabelle Boudinot, bonjour. Vous êtes en notre compagnie, présidente de la commission COTER, coordinatrice de la plateforme des groupements européens de coopération transfrontalière au Comité européen des régions. Voilà, vous coordonnez toutes ces meilleures pratiques précisément. Et puis alors nous sommes également en compagnie de François Calvé. Bonjour à vous, monsieur le sénateur, parce que vous êtes sénateur des Pyrénées-Orientales, président du comité d'accompagnement du GECT hôpital de Cerdagne, entre la France et l'Espagne. Vous allez voir qu'on va visiter en quelque sorte l'Europe grâce à ces initiatives transfrontalières. Nous sommes également en compagnie de Zlotan Bara. Bonjour, monsieur Bara. Vous êtes, vous, le directeur du groupement de coopération transfrontalière Ponce Danubie. Voilà. Et puis, nous sommes aussi avec Sandra Sodini, directrice des relations internationales de la région Venezia Giulia, membre du Euregio Sanza Cofini, entre l'Italie et l'Autriche. Et puis aujourd'hui aussi avec nous, effectivement, alors notre cinquième invité, Jörg Salberg pour le groupement donc transfrontalier, effectivement, Corridor du Rhin-Alpes. Monsieur Salberg, merci d'être avec nous également. Voilà, autant de groupements, autant de langues. Alors j'ai envie évidemment de vous poser un peu la question de confiance à tous pour démarrer. Comment avez-vous, à votre échelle, dans votre région, dans votre groupement, vécu cette crise du Covid-19 qui a particulièrement affecté vos territoires, on le sait. Je commence par celle qui a un petit peu la vision globale, en effet, Isabelle Boudinot. Bien, permettez-moi de faire quand même une petite introduction avant de vous répondre. Ça a été vu ce matin, mais pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, on s'était tous dit pendant des décennies que les frontières intérieures n'existaient plus, qu'elles n'avaient plus lieu d'être. Et puis avec les crises liées aux attentats, la crise de l'accueil des réfugiés, le consensus existant sur le bénéfice de l'ouverture des frontières a commencé à s'éroder. Et puis enfin est arrivée cette pandémie qui a entraîné un peu partout la fermeture stricte, cette fois, de nos frontières, mettant un terme brutal à la coopération transfrontalière et transformant le quotidien de millions de citoyens européens en cauchemar. Afin d'examiner et de comprendre cette situation, le Comité des régions a mis en place une plateforme consacré d'abord aux effets de la Covid-19, puisque vous l'avez dit, je pense que les exemples qui seront présentés illustreront tous à quel point cette crise nous a frappés de plein fouet. Et puis, très vite, cette plateforme consacrée au Covid-19 a fait un zoom spécifique, évidemment, sur les régions transfrontalières qui étaient en première ligne. Pour cela, le Comité des régions n'a pas travaillé seul, il a décidé de s'associer évidemment à la DG Régio.
et puis à l'ensemble des associations qui œuvrent dans le domaine de la coopération transfrontalière en Europe, celles qui sont aujourd'hui coordinatrices de cet événement. Nous avons mis nos ressources en commun et nous avons publié de nombreux récits et présentations d'expériences sur une seule et unique plateforme. Et puis, nous avons décidé de ne pas nous en tenir aux seuls exemples concernant la crise sanitaire, mais d'aller aussi, de recenser aussi tous les efforts qui étaient faits en matière de développement, de rebond, de relance. Évidemment, les GECT ont joué un rôle clé dans cette démarche. À ce jour, c'est plus de 100 récits sur les expériences transfrontalières qui ont été publiés et qui sont disponibles sur ce site internet du Comité des régions. Et au-delà de recueillir les expériences, démontrant que la coopération transfrontalière et transnationale est le plus souvent la réponse adaptée, il nous est apparu que nous devions mieux nous structurer, faire un véritable lobbying pour préparer un avenir consolidé de ces coopérations transfrontalières. On voit bien que finalement, peut-être qu'on n'avait pas assez œuvré à démontrer son utilité pour qu'on balaye ces questions de transfrontaliers. Les États membres en particulier n'ont pas assez consulté les régions qui étaient en coopération transfrontalière et ont pris des décisions désastreuses un peu dans le dos des régions. Ces décisions de fermer les frontières qui ont été ensuite un handicap à la fois pour gérer la crise et puis pour gérer le rebond. Donc un lobbying bien organisé est absolument nécessaire et l'Alliance européenne pour les citoyens transfrontaliers sera parfait pour cela. Quelques mots, si vous me permettez, sur les GECT, ces fameux groupements européens de coopération territoriale. C'est un instrument essentiel de renforcement de la coopération transfrontalière. Nous, nos comités des régions, nous appuyons beaucoup dessus et nous considérons que cet outil est vraiment précieux pour surmonter les frontières administratives, juridiques, qui sont un handicap à la coopération, et que c'est également un outil qui permet une innovation des politiques publiques territoriales. Aujourd'hui, l'Union européenne compte 79 GECT, auxquels prennent part plus de 1000 collectivités locales et régionales dans 20 États membres, ainsi que dans 3 pays tiers. Au total, on estime que les GECT ont une incidence sur la vie de près de 30 millions d'habitants européens. Ils ont, je l'ai dit, été un excellent outil d'innovation territoriale et dans de nombreux domaines, évidemment la santé, mais aussi l'économie, le tourisme, la protection de l'environnement. Et puis, bien évidemment, c'est un outil adapté pour mettre en œuvre les projets de l'Union européenne. C'est un instrument qui connaît une très bonne dynamique. En ce moment, sont en train d'être constitués 25 nouveaux GECT. Ils sont en cours d'élaboration. Donc, au Comité des régions et avec eux, on est très content de célébrer le 10e anniversaire de la plateforme des GECT. C'est une plateforme qui témoigne des nombreuses réalisations accomplies durant toutes ces années. Et nous notons d'ailleurs que les GECT sont un outil polyvalent puisqu'ils s'ouvrent à de nouveaux domaines de travail. Enfin, ils ne doivent pas être considérés uniquement comme un outil administratif et juridique qui ne serait pas bien compris par les citoyens, mais bien comme une structure importante qui associe ces citoyens, qui associe le milieu associatif et qui associe également les entreprises, le milieu économique, et qui permet de résoudre les problèmes quotidiens, qui aide les villes et les régions à faire de leur territoire un endroit où il fait bon vivre et où les politiques sont plus efficaces. Donc les GECT ont 10 ans, ce n'est que le début, et pourtant ils ont déjà fait beaucoup de démonstrations de leur efficacité, et il est important de leur permettre d'atteindre leur plein potentiel. Et pour conclure cette petite introduction, je dirais que les exemples de création de politiques publiques innovantes et efficaces qui sont aujourd'hui recensées sont vraiment une éclatante démonstration que cette coopération transfrontalière doit plus que jamais trouver sa place au cœur du projet européen. On va les donner, on va les nommer, ces exemples de bonnes pratiques, ces exemples aussi de résilience du transfrontalier. Avec vous, François Calvet, sénateur des Pyrénées-Orientales, je le disais, président du comité d'accompagnement alors justement, hôpital de Cerdagne, entre la France et l'Espagne, évidemment, dans une crise Covid,
qui a trait à la santé, vous avez dû effectivement réfléchir à l'avenir de ces groupements, réfléchir à la façon de bien gérer justement ce transfrontalier. Oui, bien sûr. Madame Boudinot a parfaitement posé le cadre des GECT. Nous, c'est une aventure très longue, puisque c'est en 1996 que nous avons commencé. Alors, je serai rapide sur l'historique parce que je voulais envoyer. Mais en 96 que cette idée est née, et grâce à Jacques Blanc à l'époque, qui était président de la région Languedoc-Roussillon, nous avons pu faire une étude. Puis, petit à petit, les discussions se sont élevées au rang des ministres de M. Douste-Blazy, M. Bertrand et Jean Castex, qui à l'époque, d'ailleurs, voyez déjà, s'occupait de la direction des hôpitaux et directeur de cabinet. Donc, au fur et à mesure, nous avons pris des contacts. Les deux maires des deux communes frontalières ont été très actifs. Et d'un point de vue politique, quels que soient ceux qui ont été à un moment donné en charge de la circonscription, notamment les députés et puis les sénateurs, on a toujours eu le même objectif avec l'ordre des médecins qui a toujours été à notre contact. Alors tout ça fait que finalement, en 2005, nous avons une première déclaration d'intention de l'hôpital. En 2007, nous avons encore conforté cette déclaration. Et en 2008, un accord cadre a été signé entre le Royaume d'Espagne et la France pour donc commencer à mettre en œuvre. Et c'est le GEC qui a été mis en avant, puisque deux objectifs, c'était la création et la gestion d'un hôpital transfrontalier et bien sûr tout ce qui concerne la mise en place d'un réseau sanitaire au sein des deux Cerdagnes. Il s'appelle Cerdagne parce que le territoire de la Cerdagne, par le traité des Pyrénées, a été coupé en deux. Et donc, ça nous a permis de nous relier et nous avons les mêmes problématiques. Et donc, il y a eu cet intérêt pour les deux, je dirais, les deux territoires ajoutés au Cap-Cyr à faire ça. Ça constitue 33 000 habitants, hein, ça représente 33 000 habitants. Et donc, ce GECT je passe les phases, a permis de mettre en service un hôpital transfrontalier en 2014 avec un financement exceptionnel de l'Europe, puisqu'il représente 60%, soit 18 600 000 euros sur 31 millions qu'a coûté la construction. Et l'Europe a continué après à financer les équipements. Nous sommes dans un territoire des Pyrénées à 1300 mètres d'altitude. Jamais de la vie, nous n'aurions pu, sans l'Europe et sans la possibilité de créer ce GECT, avoir une offre de soins. Et l'Europe qui soigne les gens, pour nous, ça a été extraordinaire. Et pour ces populations, extraordinaire. Une maternité, car nous étions à 100 km de la maternité, avec des zones et des routes de montagne où parfois les femmes ont accouché dans la neige. Et là, nous avons un outil à quelques kilomètres qui nous est commun avec Capsalut et l'ARS, donc qui gère l'ensemble. Moi, je suis président du conseil consultatif, il y a un conseil d'administration, mais figurez-vous qu'à la base, on n'a pas voulu que les élus du territoire soient dans le conseil d'administration dont nous avons créé un deuxième organisme dans le GECT, c'est ce conseil consultatif, parce qu'on nous a dit, vous n'avez pas de compétences sanitaires au niveau de la France, et donc vous ne pouvez pas y participer. Donc pour que l'hôpital soit enraciné, il a fallu créer un deuxième organisme. Voilà, alors nous avons, je voulais dire, résolu un certain nombre de problèmes, hein, notamment tout ce qui était diagnostic, mais il en reste beaucoup. Alors les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, c'est le statut du personnel qui est différent, parce que quand on est embauché au siège du GECT qui est en Espagne, c'est le droit espagnol du travail qui s'applique. Quand on est prestataire de service pour l'hôpital, on peut être prestataire venant d'un organisme français et dont les cotisations, les droits à la retraite ne sont pas encore complètement harmonisés. Les problèmes de langue qui ont été quand même pas mal maîtrisés. Le problème des naissances, par exemple,
les États pèsent énormément. Il y a cet aspect jacobin qui quand même transparaît, puisque la déclaration des naissances, les enfants français qui naissent à l'hôpital de Pucerda sont encore considérés à Nantes comme nés à l'étranger. Donc nous voulons, nous, qu'ils soient inscrits sur le registre des communes françaises directement. Il y a eu le problème des transferts de corps. Quand une personne mourait à l'hôpital, on n'arrivait pas à avoir un transfert de corps tout à fait rapide, et il a fallu avoir un accord particulier. Dans les sommets franco-espagnols, nous avons réussi à régler ces problèmes. Mais il nous reste effectivement beaucoup de problèmes que nous souhaiterions mettre en avant. Et on souhaiterait mettre en avant cet hôpital avec un statut carrément européen. Nous pensons que l'Europe doit être encore plus présente dans notre hôpital qu'elle ne l'est, qu'elle soit représentée au sein du conseil d'administration, qu'elle soit présente tout le temps, parce que c'est une belle réalisation. Et nous voulons que cet hôpital, avec tout ce que nous avons encore à faire, puisse être un hôpital non seulement expérimental, mais un modèle que l'on puisse transposer ailleurs. Car pour le moment, on voit bien qu'on n'arrive pas à le transposer. Et nous souhaiterions que l'Europe, parce que l'Europe, je l'ai dit, qui soigne les gens, c'est l'Europe que nous souhaitons et qui permet de donner une bonne image à nos populations. Voilà. Alors, moi, je ne sais pas. Oui. C'était l'objet de beaucoup de nos questions, effectivement, de ce matin. Vous avez une question particulière pour vous, tout de suite. L'hôpital de Cerdagne comprend-il une unité Covid-19 accessible pour les patients français? Vous voyez que beaucoup d'intérêt. Tout à fait. Tout à fait. Nous avons une unité Covid-19 à l'hôpital qui est accessible aux Français et aux Catalans et aux Espagnols, donc, et qui chaque jour publie des statistiques que nous avons intégrées depuis un mois maintenant aux statistiques des Pyrénées-Orientales, donc pour ce qui concerne la partie française. Et donc nous avons des lits qui sont réservés, une douzaine de lits qui sont à disposition. Alors quand il y a des cas très très graves, on transfère les personnes soit sur l'hôpital de Foix, soit sur Perpignan, pour ce qui concerne les Français. Mais nous avons une unité effectivement avec tout un équipement médical, car il y a un équipement médical exceptionnel. Ça intéresse beaucoup nos spectateurs depuis ce matin, de savoir si véritablement on pouvait mettre des hôpitaux à la frontière. Alors, Zoltán Bára, on continue avec vous. Vous êtes le directeur du groupement européen de coopération transfrontalier Pons-Danubie entre Slovaquie et Hongrie. Alors, effectivement, beaucoup d'interrogations, j'imagine, pendant la crise, puisque certaines frontières ont eu tendance à se refermer à l'est de l'Europe, on le sait. Est-ce que ça a été votre cas? Est-ce que vous avez été gêné dans la mobilité, d'une part? Et puis, surtout, est-ce que vous sentez que votre groupement il est particulièrement affecté par cette crise aujourd'hui? Comment ça fonctionne pour vous, en quelque sorte? Bonjour du Danube. Malheureusement, la situation du Covid a eu un impact important sur le travail de notre GECT, Pons-Danubie, à la frontière entre la Slovaquie et la Hongrie. Nous avons eu un certain nombre de projets, un grand nombre de réunions, d'ateliers qui sont en cours en ce moment, mais en raison de la crise, tout s'est passé sur Internet. Nous avons une particularité ici, c'est une zone frontalière entre la Hongrie et la Slovaquie. Je suis à 1 kilomètre de la frontière en ce moment et cette zone a toujours été caractérisée par un grand nombre de transferts autour du Danube. Dans les deux côtés. Avant la crise de 2008, il y avait 25 000 personnes qui traversaient la frontière chaque jour pour le travail. Après la crise, ce nombre s'est réduit, mais encore une fois,
c'est quelque chose qui a un impact sur la vie quotidienne de dizaines de milliers de personnes dans notre région. Et la crise du Covid a eu un impact sur la collaboration entre toutes les entreprises, les régions, mais aussi entre les citoyens. La situation aujourd'hui évolue chaque jour. Au cours des 2 dernières semaines, il y a eu des problèmes en Slovaquie. 4 millions de personnes ont été testées en Slovaquie. Nous devons suivre les informations chaque jour parce qu'il y a toujours des restrictions qui s'imposent en Hongrie, par exemple. Et pour des personnes qui vivent si proches de la frontière, nous avons eu de bonnes nouvelles qui venaient de notre région. Il y a eu un nouveau pont qui a été bâti et qui est entré en service cette année pendant l'été, mais malheureusement, il ne peut pas être utilisé à sa plus forte capacité. C'est un nouveau pont sur le Danube, mais pour les personnes qui travaillent ici et qui vont travailler de l'autre côté de la frontière, c'est toujours un problème. Il faut vraiment suivre les informations pour avoir les bonnes informations sur l'état de la frontière. Alors là, c'est un tour d'horizon très complet auquel nous avons le droit et c'est très précis. Merci à vous de ces informations. On part en direction de la frontière italo-autrichienne avec vous, Sandra Sodini, directrice des relations internationales de la région Friuli-Venezia Giulia et membre de ce groupement, effectivement, Euregio Senza Confini. Alors, est-ce qu'il y a eu des problèmes particuliers entre Italie et Autriche qui sont alors traditionnellement, historiquement très très proches? Est-ce que là encore, la question de rehausser les frontières, de mauvaise mobilité ou de pénalité dans la mobilité pendant la crise sanitaire et aujourd'hui pendant la crise économique se pose? Merci beaucoup. Premièrement, je voudrais vous remercier de m'avoir invité à cet atelier qui est très intéressant. Et je voudrais me concentrer sur la première vague du Covid-19 qui a pour nous été particulièrement difficile à traverser dans cette région frontalière puisque tout le monde manquait de préparation et bien sûr, nous ne savions rien du tout sur le Covid-19 et pour cette raison, début en mars, avril et mai, nous avons vécu une période extrêmement difficile. Il y avait des problèmes sur la frontière et je dois dire que grâce au GECT et grâce particulièrement au fait que nous avions une structure consolidée et une organisation en place qui était déjà présente dans les 2 régions, et bien grâce à tout cela, nous avons pu véritablement mettre en place des politiques très utiles et particulièrement dans le secteur de la santé. Pendant la crise en Italie, vous savez qu'il y a eu beaucoup de difficultés et grâce au soutien de l'Autriche, nous avons vraiment pu avoir un partenaire qui nous a offert du soutien avec des masques, qui nous ont donné aussi des équipements sanitaires et qui nous ont donné la possibilité également de transférer des patients dans leurs hôpitaux. Et bien sûr, tout cela n'était pas encore tout à fait nécessaire à l'époque, mais c'est quelque chose qui était très important pour nous, cette coopération qui était en place. Pendant la deuxième vague, et c'est-à-dire maintenant, eh bien, je dois dire que la frontière n'est plus aussi fermée qu'elle ne l'était pendant la première vague. Nous avons vraiment appris et tiré des leçons et nous avons pu nous organiser et nous organiser au sein de notre GECT.
Et aujourd'hui, nous avons beaucoup d'échanges d'informations et nous avons mis en place des actions au quotidien, des actions qui sont nécessaires et qui sont particulièrement utiles pour notre région. Et c'est particulièrement nécessaire pendant cette deuxième vague. Excusez-moi. Alors effectivement, et puis nous partons aussi vers une autre frontière, encore une. Jörg Salbar, bonjour. On le disait, groupement européen de coopération transfrontalier au corridor Rhin-Alpin, Suisse, Allemagne, Italie. Alors vous aussi avez vécu... Alors je reviens de Suisse, il se trouve, et de cette fameuse frontière. Et c'est vrai qu'on expliquait à quel point il était important de la maintenir ouverte par rapport aux transfrontaliers qui alimentaient à la fois le secteur médical pour les Suisses, le secteur agricole. Et tout cela est-il un vœu pieux ou est-ce que ça s'est passé plutôt dans ce sens-là, dans un sens de coordination, de cohésion ? Alors, nous ne sommes pas un GECT typique, comme je vais l'expliquer. Donc, nous avons beaucoup de situations transfrontalières le long de notre corridor Rhin-Alpes. Et ce qui nous a beaucoup touché, comme dans d'autres régions d'Europe, c'est que la mobilité et le transport a été bloqué. Et c'est vrai non seulement pour les trains passagers et le transport public passager, mais aussi pour le secteur du fret. On a entendu parler des longues lignes de camions, par exemple à la frontière entre la Pologne et l'Allemagne, et aussi entre des régions adjacentes. Le flux de passagers et le flux de transport de marchandises a été bloqué. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment indiquer. Il y a encore beaucoup à faire pour notre GECT pour que les choses puissent avancer. Et par exemple, je voulais mentionner un exemple, c'est les chaînes d'approvisionnement qui sont particulièrement importantes pour l'économie européenne. Ce sont des chaînes d'approvisionnement qui ont été vraiment perturbées par le virus. Il y a des rumeurs qui disent que même les conducteurs de train ont refusé de traverser les frontières vers l'Italie au printemps. Pouvez-vous l'imaginer ? Comme je le disais, il y a encore beaucoup de travail à faire. Entendez ça, des frontières plus ou moins fermées. Ça dépend des endroits, des bonnes ou au moins bonnes coopérations entre les pays. Ça dépend aussi de leur fermeture aux marchandises ou aux personnes ou aux travailleurs. Voilà, des obstacles réglementaires parfois insurmontables et puis la difficulté de faire reconnaître effectivement des systèmes de santé très différents, des systèmes peut-être effectivement économiques très différents, des divergences donc réglementaires importantes. Tout cela vous incite à penser qu'il y a plutôt une impulsion en faveur de ces groupements ou au contraire, elles pourraient subir à la crise, à la faveur de la crise, eh bien finalement un certain recul et c'est ce que vous craignez. Isabelle Boudinot, puisque vous avez cette vision un peu justement de coordination. Est-ce que c'est vraiment l'impulsion que vous nous annonciez, 25 nouveaux GECT et on en attend encore, ou est-ce que vous avez le sentiment, maintenant que vous venez d'entendre tous ces interlocuteurs, qu'il y a des blocages qui sont en train de s'ancrer et qu'il pourrait y avoir un certain recul? Est-ce que vous êtes inquiète?
Non, je pense que vraiment cette période de crise a permis de faire une démonstration imparable de l'utilité des GECT et de l'utilité de la coopération transfrontalière. Je pense que ne serait-ce qu'en termes de santé, je crois que ce matin il y avait le président de la région Alsace, la nouvelle grande région Grand Est, Monsieur Rotner. Avec lui, on a été invité par l'ensemble des lenders allemands en Sarre il y a même pas 2 mois, et on a pu échanger avec beaucoup d'émotion sur l'ouverture des lits, par exemple, des hôpitaux entre régions frappées par le Covid. Bon, ça, c'était vraiment à la fois indispensable. Le personnel soignant était épuisé du côté de Mulhouse, du côté français, et on ne remerciera jamais assez les Allemands qui étaient moins frappés que les régions françaises de nous d'avoir permis d'accueillir des patients français. Enfin, vraiment, c'était ne serait-ce que ça. Et puis après, je parle pas de choses beaucoup plus simples à mettre en œuvre, même si ça n'a pas été immédiat. Hein. Le fait de pas apporter secours dès le début de la crise à l'Italie, le fait que ce soit les Chinois qui envoient par avion des masques à l'Italie, a été une perte de crédibilité pour l'Europe énorme et vraiment profonde dans les tout premiers jours de la crise. Heureusement, l'Europe a su retomber sur ses pas et depuis, je crois que l'Europe a fait la démonstration qu'elle savait prendre la mesure de ces questions, et elle a fait un bond en avant. On peut parler du plan de relance, de la mutualisation de l'endettement, et sur ce transfrontalier, c'est pareil. Ce sera vraiment un bond en avant où il n'y aura pas de marche arrière possible. Je crois que même les États membres, y compris la France, qui est un pays extrêmement centralisé, où tout se décide par Paris, Paris a bien compris que les agences régionales de santé, ça n'était pas forcément un instrument suffisant pour gérer la crise, qu'il fallait s'appuyer sur les régions françaises. Et que les régions françaises, nous on a un GECT au niveau du Pays Basque avec la Navarre, Euskadi et la Nouvelle-Aquitaine. C'est des démonstrations qu'on fait en montrant ce qui est fait là, c'est une plus-value européenne qui n'existe pas. Le transfrontalier apporte vraiment une démonstration par la preuve que les choses se portent mieux si on les prend à bras-le-corps en commun. Orientale. Vous, monsieur le sénateur François Calvet, vous mettiez en avant le fait qu'on arrivait à régler les problèmes en bilatéral. Et c'est ça quand même un petit peu le hic, peut-être, si je puis me permettre, c'est qu'on arrive à régler les problèmes qui se posent brutalement en bilatéral, et que eh bien, ça nie en quelque sorte la dimension un peu européenne que veulent acquérir ces groupements. Est-ce que l'Europe, qui est à la manœuvre pour pousser de nouveaux outils, eh bien, elle va réussir dans ce contexte où finalement ça dépend pour l'instant du bon vouloir des autorités de part et d'autre de la frontière, et vous l'avez très bien dit dans le cas de votre hôpital sur la frontière franco-espagnole. Oui, le domaine de la santé touche une compétence d'État très importante de part et d'autre de la France et de l'Espagne, par exemple. Bon. Et donc là, quand on touche au cœur d'un pouvoir un peu régalien, en quelque sorte, il y a de la difficulté, et parce que ce pouvoir sur la santé se matérialise, comme je vous le disais, sur le problème de l'état civil, par exemple, les naissances et les décès. Hein, avec le transfert de corps, on trouve tous les problèmes quand on construit un hôpital, et donc les États sont assez réticents parfois, et il faut revenir à des procédures qui sont, à mon avis, trop longues et qui ne correspondent pas à ce que les populations attendent. Ça a été, l'hôpital transfrontalier a été quelque chose d'extraordinaire pour ces populations. La maternité à 3 km, au lieu de faire 100 km dans la montagne pour arriver à Perpignan, les opérations, les consultations, les urgences, et nous sommes en train de fabriquer un système d'urgence commun aux deux pays. C'est extraordinaire l'ouverture que ça permet. Et intellectuellement, c'est aussi bien sûr très intéressant. Et on peut l'ouvrir à beaucoup d'autres choses. On travaille sur le patrimoine, on travaille sur d'autres sujets, bien sûr sur les rivières, les rivières de montagne qui est reliée.
voilà, ce qui est important, c'est qu'on relie les territoires, les personnes, les hommes et les femmes de ces territoires qui vivent la même problématique. Et ça, l'Europe nous a donné une chance extraordinaire de pouvoir le faire. Voilà, moi jamais je ne pensais qu'on pourrait faire ça, parce que bon, j'ai connu d'autres époques avec la frontière, hein, c'était très compliqué. Et ce qu'on nous a permis de faire, ce que l'Europe nous a permis de faire et d'avoir une offre de soins à 1300 mètres d'altitude, jamais nous n'aurons pu l'avoir pour ces populations. Et ça, c'est un point extrêmement important. Alors on peut aussi, je voulais dire aussi que cet hôpital, on va pouvoir développer maintenant tout l'aspect universitaire, l'aspect recherche, l'aspect, vous voyez, il y a comment dire, une déclinaison de l'ensemble des choses qui permettent aussi à la montagne d'avoir une capacité, je veux dire, d'avoir de la matière grise, parce que c'est souvent dans ces territoires de montagne. Et ça, c'est grâce à l'Europe. Hein, les laboratoires européens associés qu'on a pu faire, que ce soit ici, que ce soit qu'on pourra faire à l'hôpital ou qu'on a fait avec le four solaire de Foromeux qui est à quelques kilomètres de cette frontière, ça aussi c'est important. C'est une coopération formidable. Et on voit bien que si on avait eu une coopération dans le domaine de la santé beaucoup plus importante, eh bien peut-être qu'on aurait un certain nombre d'avances et on n'aurait pas peut-être perdu un certain nombre d'industries. Voilà, ça c'est capital. Et il faut sortir de cette splendide isolement de chaque État et être ouvert, tolérant et accepter les possibilités. C'est formidable pour les populations. Moi, je veux le dire, cette coopération, elle est formidable pour les populations et pour les élus. Parce qu'on peut avoir deux systèmes différents. Par exemple, en Espagne, c'est le système des médecins sont salariés. En France, c'est la médecine libérale. Mais on arrive à faire... vous voyez, c'est ça. Mais les États reviennent parce que chaque fois que j'ai un médecin qui veut venir à mon hôpital transfrontalier, à notre hôpital, pardon, transfrontalier, eh bien, il lui faut les mêmes autorisations et il faut que ce soit le pays qui donne l'autorisation, c'est-à-dire l'Espagne en l'occurrence, pour exercer, alors qu'il peut très bien exercer dans tous les autres pays d'Europe. Hein, eh bien là, il faut aller à Madrid pour avoir l'autorisation. Voilà, il y a plein de petites choses qui font que les États sont en retard par rapport à l'Europe. Voilà. Alors votre voisin sur notre vidéo, parce qu'en fait on va remontrer nos invités, en vérité il n'est pas très voisin de vous. C'est le Danube qui peut à la fois être vu comme une frontière terrestre et qui était de plus en plus vu comme un pont, hein, parce que la thématique du pont est importante en Europe, est importante. Zoltán Bára, vous nous disiez toutes vos difficultés depuis la crise Covid à justement faire passer cette notion d'ouverture. Vous nous dites, nous sommes un continent ouvert. Est-ce que une des leçons de la crise, ça va être que cette ouverture va se renforcer ou est-ce qu'elle risque au contraire de rétropédaler de votre point de vue en Europe centrale avec des problématiques bien particulières peut-être ? Ponce Danubie, hein, donc Zoltán Bára. Hein, la question était pour vous. Hein. Monsieur Bára, vous m'entendez? Est-ce que je vous redemandais le Danube, hein, est-ce qu'on construit des ponts dessus? Est-ce que vous croyez que l'ouverture, la philosophie d'abolition de barrières, hein, c'est celle qui va prédominer dans l'après-Covid ou au contraire, eh bien, on va revenir à ce reconfinement derrière nos frontières nationales? Nous espérons que nous puissions retourner aux frontières ouvertes. Nous avons eu de longues périodes de
frontières fermées. Lorsque j'avais 10 ans, je pouvais traverser la frontière seulement 2 fois par an en raison du communisme ici et malheureusement, j'ai toujours de très mauvais souvenirs de cette époque, mais un certain nombre de ma famille ne peuvent pas traverser la frontière en raison de tous ces souvenirs mauvais. On pourrait s'habituer à ces frontières ouvertes. Nous avons beaucoup eu de célébrations dans notre zone avec l'ouverture de la zone Schengen entre la Slovaquie et la Hongrie. Et avec le Covid, on a vu que les frontières sont revenues. Elles ont divisé les entreprises, les municipalités, les familles, les personnes. Donc, vraiment, notre objectif dans cette région, c'est de revenir à ce que nous avions perçu pendant longtemps comme la normalité sur la frontière, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de frontières. Mais pour vivre avec des frontières ouvertes, nous avons beaucoup aussi de travail, puisqu'il y a beaucoup de frontières dans nos mentalités, il y a beaucoup d'obstacles juridiques et réglementaires, et et nous voyons encore les frontières physiques qui réentrent dans nos vies. Ce que nous voyons également, c'est qu'il faut que ce soit bientôt terminé et il faut envisager cela dans toutes nos activités de planification. Nos activités sont concentrées sur la coopération avec les entreprises et les municipalités pour le tourisme, et pour notre héritage naturel, par exemple notre patrimoine naturel. Le tourisme s'est arrêté sur le Danube comme partout en Europe, mais nous avons encore le patrimoine naturel et le patrimoine construit qui existent ici et nous pouvons toujours avancer dans ce sujet. Et donc pour l'avenir, nous espérons que ces barrières, ces différents obstacles vont être dépassés et que nous puissions continuer notre travail parce que les frontières ouvertes sont une nouvelle chose dans nos vies. Euh, à une certaine époque, les frontières étaient fermées et nous espérons qu'à l'avenir, nos frontières seront ouvertes. Donc toujours pour l'Euroregio Senza Confini entre l'Italie et l'Autriche. Effectivement, qu'est-ce que vous attendez des autorités européennes et même des États membres pour permettre de mieux agir localement au quotidien finalement au service des citoyens européens, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre d'une frontière qui est désormais invisible à l'intérieur de l'espace Schengen? Ce que je dois dire, c'est que les frontières, elles ne sont pas invisibles, malheureusement. Les frontières, elles sont véritablement visibles. Lorsque l'on parle des procédures administratives et législatives et des obstacles, premièrement, je voudrais dire que le mécanisme transfrontalier européen qui a été proposé pour 2021-2027 par la DG Regio, j'espère que ce mécanisme va être adopté et j'espère qu'il pourra devenir un règlement de l'Union européenne. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de cela. Parce que nous n'avons pas dans notre région les liens disponibles. Nous avons vraiment des manques dans notre législation nationale en ce qui concerne la prestation de services et les investissements. Il y a beaucoup d'actions de chaque côté de la frontière. Et chaque fois que nous devons agir ou investir, eh bien, il faut être extrêmement créatif pour essayer de comprendre comment agir avec ces deux systèmes législatifs qui existent de chaque côté de la frontière. Donc j'aimerais que les institutions européennes permettent
ou plutôt qu'elle développe pendant la prochaine période ce mécanisme transfrontalier européen pour que celui-ci soit véritablement actif et qu'il le soit le plus rapidement possible. Le système des GECT pourrait aussi être intégré au sein de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Nous savons que cette conférence s'intéressera à l'impact du Covid-19, mais c'est là que l'on inventera la nouvelle Europe. Et donc, il est important que cette conférence soit ouverte au GECT et il est très important que cette conférence sur l'avenir de l'Europe vraiment prenne en compte la coopération transfrontalière et les GECT. Donc ces deux points, le GECT et les mécanismes transfrontaliers européens, sont importants pour l'avenir de notre organisation. Alors, effectivement, toujours avec nous, donc Jörg Zalbar, vous parlez d'un énorme, effectivement, groupement à cheval sur 3 pays. Alors, ça multiplie probablement par 3 les complications, j'imagine, le corridor Rhin-Alpin. Aujourd'hui, est-ce que vous voyez un futur de l'Union européenne avec un renforcement de cette coopération transfrontalière post-pandémie, on a envie de le dire, post aussi peut-être crise migratoire, post-problématique terroriste, etc., qui sévit entre les pays. Est-ce que véritablement on peut imaginer un futur de l'Union européenne où le rôle de ces groupements, cette coopération transfrontalière serait accru ? Eh bien, tout d'abord, j'aimerais vous dire que oui, oui. Alors, pour la deuxième fois, vous avez dit que nous sommes 3 pays dans notre groupement. En fait, il y a 6 pays. Il y a aussi la Belgique, les Pays-Bas, la France, l'Allemagne, l'Italie et enfin, mais non des moindres, la Suisse. Donc, nous avons dans ce corridor, en fait, toute une bande de terrain qui part de Gênes, la mer Méditerranée, qui va jusqu'à la mer du Nord, à Rotterdam, en longeant le Rhin, en traversant les Alpes, 1300 kilomètres entre les membres les plus au nord et ceux les plus au sud. Pour nous, la crise du Covid, parce que nous traitons surtout de questions de transport, eh bien cette crise a montré qu'il y avait encore beaucoup d'obstacles. Les obstacles linguistiques, les obstacles culturels, les obstacles techniques aussi, lorsque l'on parle des liaisons ferroviaires, par exemple avec les locomotives, les obstacles administratifs, entre autres. Donc, avec tous nos membres, eh bien, nous sommes convaincus du fait que grâce au groupement, grâce au GECT, eh bien, nous sommes en mesure de faire passer notre point de vue au niveau national et au niveau européen pour pouvoir faire fonctionner les choses un petit peu mieux et fournir une façon de se déplacer, des modes de transport qui soient plus fluides à travers l'Europe. C'est important pour la coopération européenne, c'est important pour l'esprit européen aussi, d'avoir les moyens techniques nécessaires pour pouvoir traverser les frontières, permettre aux fret et permettre aux voyageurs de traverser ces frontières sans encombre. Mais il y a encore beaucoup à faire et grâce à nos 25 membres, donc des régions, des provinces, des villes, des ports, nous sommes en mesure de travailler ensemble et d'agir, et ce grâce au GECT qui a été fondé il y a 5 ans seulement. Alors, Isabelle Boudinot, effectivement, question à l'issue de cette discussion. Est-ce que du coup, et ce sont les questions aussi retranscrites par nos téléspectateurs, je vais vous les lire, hein. Est-ce que du coup, il y a besoin de compétences propres et de compétences
étendue de ces groupements. Est-ce que vous les voyez d'ailleurs acquises pour l'avenir? Alors, je vois, pensez-vous que les citoyens transfrontaliers pourront un jour élire directement le ou la présidente d'un territoire transfrontalier doté d'un groupement effectivement européen de coopération transfrontalier? Apparemment, la question de l'élection, c'est toujours la question du pouvoir, hein, Isabelle Boudinot. Donc, votre sentiment là-dessus? Moi, j'y vois pas d'opposition majeure, mais je suis pas sûre que ce soit dans l'idée des États membres, notamment de pays centralisés qui déjà ont du mal à transférer des compétences à leur propre région. Donc, en plus, créer une espèce d'entité transnationale, je crois pas qu'on soit suffisamment mûr encore pour cela. Par contre, je pense que conférer de nouvelles compétences à ces entités, ça me paraît être évidemment aller dans le bon sens. On voit bien que pour plein de sujets, et notamment en ce moment, on a aussi tous en tête, une fois qu'on aura dépassé cette question du Covid, on se remettra, je crois, à notre sujet principal de préparation de l'avenir, qui est celui de la biodiversité et de la lutte contre le réchauffement climatique. Les réponses en termes de réchauffement, en termes de biodiversité, d'énergie propre, elles sont très souvent locales et très souvent liées à des bassins de vie, à des bassins d'emploi. Il y a vraiment des dispositions à prendre pour tout un tas de sujets qui sont des dispositions liées à un territoire. Et les politiques publiques ne seront efficaces que si elles sont adaptées à ce territoire et pas si elles sont impulsées d'en haut avec une espèce d'homogénéité qui ne correspond pas aux spécificités de nos géographies frontalières. Donc, je ne sais pas combien d'exemples réussis il va falloir mettre année après année devant les yeux de nos représentants nationaux. C'est un peu triste de voir qu'ils continuent à faire les autruches, mais on y arrivera, c'est nécessaire. Et je crois encore une fois que cette crise sanitaire en a été une démonstration exemplaire. C'est vraiment, heureusement qu'on a pu s'appuyer les uns sur les autres au travers des frontières pour trouver des solutions parfois que les États n'arrivaient pas eux-mêmes à mettre en place. En tout cas, c'est vraiment le regard français que je peux apporter. Autre regard français, j'ai l'impression que ces deux questions s'adressent un peu à vous quand même, sénateur François Calvet. Alors, quel est le lien avec l'Andorre pour l'hôpital de Cerdagne? Ça, c'est très clairement à vous. Et puis, une autre qui est intéressante aussi, comment mieux faire entendre la voix des frontières du Sud avec moins de navetteurs, certes, mais des populations qui partagent le même bassin de vie? Voilà. Donc, on commence par le lien entre l'Andorre et l'hôpital de Cerdagne. Oui, il y a des liens, si vous voulez. D'ailleurs, l'ancienne ministre andorrane est celle qui a fait la première étude pour notre hôpital transfrontalier. Vous voyez, donc, c'est elle qui a créé la sécurité sociale andorrane. Et il y a des liens, si vous voulez, des échanges, notamment avec les médecins. Il n'y a pas encore ce que j'aurais souhaité, c'est-à-dire une vraie coopération, la mise en place d'une vraie coopération avec l'Andorre. Mais bon, je pense que ça viendra. Bon, moi, il a fallu asseoir l'hôpital, il est ouvert depuis 2014. Hein, nous avons d'abord pensé qu'il était très important d'asseoir cet hôpital, de le faire pénétrer dans la population, c'est pas encore fait, de le faire pénétrer d'en pénétrer parfaitement les médecins français notamment. Bon, donc il y a un travail de terrain de tous les jours pour faire aboutir cette action transfrontalière qui n'est pas mince parce qu'elle porte sur les gens. Hein, donc c'est plus facile de faire une piste cyclable transfrontalière, même si c'est pas aisé toujours, que de construire un hôpital de 64 lits avec toutes les spécialités, hein, et des urgences communes, quoi. Hein, c'est beaucoup. Enfin, il y a un investissement. Mais nous avons terminé la première convention
Et dans la seconde convention que les deux États vont avoir sur la table et les objectifs que nous poursuivrons, il est effectivement prévu d'avoir une coopération plus importante avec l'hôpital d'Andorre qui se trouve à 60 km. Donc c'est pas très loin, hein, c'est moins d'une heure de Puigcerdà à Andorre, il y a moins d'une heure. Donc oui. Vous allez être content parce que vous citez des vocations. Hein. Assumpta nous fait une offre de service en quelque sorte. La CC Pyrénées Haute-Garonnaise est en train de créer sa maison santé. Serait-il possible une coopération avec une petite structure comme la nôtre? Vous voyez, ça soulève des vocations. Oui. Je vous invite d'ailleurs à prendre contact les uns avec les autres sur Slido, puisque vous voyez qu'il y a beaucoup d'intérêt effectivement. Moi, plus généralement quand même. Je voudrais, sur ce sujet, je voudrais juste rajouter, quand nous avons créé le GECT, nous en avons profité pour restructurer l'ensemble des maisons de santé de la Cerdagne française notamment, hein, que ce soit les unités de rééducation fonctionnelle, que ce soit les maisons de santé, car nous avions beaucoup de maisons de santé dû à l'asthme, etc. Hein, c'est un endroit où on traite beaucoup. Et le côté gériatrique. Et nous avons dans notre projet d'unifier les maisons de retraite, en quelque sorte, pour simplifier, du côté du Puigcerdà, la grande maison de retraite, avec les maisons de retraite que nous avons à Aire, et donc cet aspect gériatrique, et avoir des lits de soins palliatifs que nous avons déjà, que nous mettons à disposition pour l'hôpital, dans les maisons gériatriques que nous avons sur le territoire français. Donc il y a une coopération sanitaire. L'idée, c'était quand même d'avoir une coopération sanitaire élargie. On n'a pas tout réussi, hein, restons humbles et modestes. On n'a pas tout réussi, mais on est allé vers une possibilité pour les populations d'avoir une offre sur place qui est importante et variée. Quand on vous parle effectivement, et je vais demander aussi aux responsables du projet Danube, qui est un projet important évidemment par rapport aux questions d'environnement. Abordons quand même cette idée que l'Union européenne nous demande de faire des efforts en matière d'environnement à travers le pacte vert, bien sûr, de réduction des CO2. Est-ce que là encore, ça peut être une priorité pour l'avenir de vos groupements? Est-ce que ça l'est déjà? Est-ce que, eh bien justement, à travers ces groupements, on obtient de meilleurs résultats que dans les autres régions? Et je pose particulièrement la question au corridor Rhin-Alpes, mais je la poserai également au Danube. Monsieur Salbar. Il faut appuyer, on ne vous entend pas. Appuyez sur le bouton pour qu'on vous y entende. Ah. Appuyez, vous êtes coupé, le son est coupé. Alors, monsieur, en attendant, monsieur Zoltán Bára, est-ce que sur le Danube, effectivement, où il y a des questions de pollution un peu prégnantes, est-ce que là, vous avez le sentiment que c'est la bonne méthodologie, que ces groupements transfrontaliers, on leur demande d'ailleurs des objectifs clairs et surtout, ils les respectent mieux? Sur la question environnementale, hein, bien sûr, et le pacte vert. Ah, on n'a pas de son non plus. Il faut que vous appuyiez sur le son. On a un problème de son. Est-ce que nous avons un problème de son avec tous nos invités? Alors, peut-être, Monsieur Calvé, parlez-nous pour voir. Ah oui. Vous voulez que ah, très bien, très bien. Je dise un mot sur cette question? Ah oui, un mot sur cette question, très volontiers. Oui, alors nous avons un programme, par exemple, quand nous faisons des programmes environnementaux transfrontaliers, nous sommes avec les normes européennes. Donc, nous respectons scrupuleusement, pour le cahier des charges et pour avoir les subventions, mais nous sommes contents de le faire. Par exemple, pour l'Eurovélo 8, qui part d'Athènes et qui va finir à Cadix.
sur laquelle nous branchons l'ensemble de nos pistes de tout le long de la Méditerranée, avec l'Espagne, notamment l'Italie, enfin, etc., puisqu'il n'y a pas Samanton. Donc là, nous avons un programme et une association qui nous regroupe et qui tient compte du pacte vert sur l'ensemble de ce que nous faisons, que ce soit aussi sur les parcs naturels régionaux, par exemple côté français, ou avec les parcs naturels d'Espagne. Nous avons des coopérations, là aussi, nous respectons toute la réglementation européenne. Et du Danube, est-ce que c'est le cas du côté du Danube pour Ponce-Danubie, le groupement Ponce-Danubie? On vous écoute, Monsieur Barra. Alors, j'espère que vous m'entendez maintenant. L'environnement a toujours été un enjeu majeur dans la région du Danube. En tant que groupement européen, il y a deux façons dont nous abordons la chose. Le développement de chemins bleus et verts dans la région. Par exemple, l'État paye les ponts, mais en tant que groupement, eh bien, il y a des municipalités aussi qui en sont membres dans notre pays en Hongrie, et on se concentre sur les voies bleues et les voies vertes. Alors, par exemple, nous allons célébrer notre 10e anniversaire dans un mois, et nous espérons que l'an prochain, nous pourrons organiser une belle conférence également. Donc, lorsque l'on a commencé à travailler sur ce groupement GECT, il n'y avait pas vraiment de voies cyclables dans la région. Maintenant, nous avons des centaines de kilomètres d'infrastructures. Et ces voies sont connectées également le long du Danube. Nous avons des voies vertes transfrontalières et ça, c'est important pour l'environnement. Nous travaillons maintenant à l'élaboration de services. En mars prochain, nous comptons lancer un système de partage de vélos transfrontalier. Il sera unique en son genre et ce seront les municipalités des deux côtés du Danube qui s'en chargeront. Nous avons le Danube, mais également d'autres grandes régions. Il y a la Valkia et nous comptons élaborer des solutions de transport, développer le tourisme également avec ces voies bleues, parce que ce sont des voies qui sont encore un petit peu sous-développées, notamment sur le Danube. Nous nous penchons par exemple sur le Rhin. Nous regardons ce qui est fait en Europe de l'Ouest en la matière et nous aimerions pouvoir nous inspirer de ces bonnes pratiques. Alors là, vous nous parlez de ce qui marche bien. Il y a quand même aussi beaucoup, on pointait en direction de Rhin-Alpes. Il y a aussi parfois aussi beaucoup de discussions, de débats autour de projets transfrontaliers qui sont plus ou moins polluants, etc. C'est un objet de débat bien réel. Hein. On pense bien sûr à ce qui a été la discussion entre la France et l'Italie pour relier par train sous la montagne, hein, bien sûr, ces deux pays. Est-ce que vous avez l'impression que finalement le fait de discuter déjà dans un groupement, ça facilite le verdissement, la mise au vert de notre Union européenne, justement, Monsieur Salbar, de votre côté, où il y a encore des grands projets d'infrastructures qui font véritablement polémique et peut-être des initiatives qui font défaut. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Très bien, parfait. Dans ce cas, je vais répondre à votre question. Et la première question concernant les aspects environnementaux. Alors, les aspects environnementaux sont au cœur de nos travaux. Si on parle de report modal, par exemple, eh bien, nous essayons de passer de la route au train, de l'avion au train, par exemple. Et on essaye de développer des carburants alternatifs. Donc, on parle d'un corridor hydrogène, par exemple, ces jours-ci.
Et enfin, si on parle par exemple d'impacts négatifs tels que le bruit, les nuisances sonores, eh bien, on a un projet pour réduire ces nuisances sonores provoquées par la circulation en mettant par exemple en place des trains de fret qui circulent de nuit. Et on se dit que si on utilise mieux l'infrastructure existante, si on utilise mieux la capacité existante, parce que quand on y pense, un tiers des wagons, de la charge en fait des trains, n'est pas utilisé. Si on pense à l'utilisation des outils informatiques, là, il y a toutes sortes d'opportunités d'améliorer l'efficacité au sein de notre corridor sans avoir besoin de construire un seul kilomètre de route ou de voie ferrée. Donc voilà ce que nous comptons faire. Et notre corridor a été défini par un géographe français comme étant la banane bleue, parce que elle connecte les régions qui réussissent le mieux sur le plan économique en Europe. Et nous avons inventé un nouveau mot. Maintenant, on appelle ça le concombre beige. Voilà, c'est plus la banane bleue, c'est le concombre beige. C'est ce qu'on essaye de faire. On Ou le vert, voit pardon, derrière le vous. concombre vert. Les deux conviennent parfaitement. Hein. On voit la forme. Voilà. Mais écoutez, le verdissement, ça c'est une thématique intéressante. Je voulais quand même demander à notre camarade italienne Sandra Sodini ce qu'il en était finalement de ce que pouvaient apporter tous ces groupements européens de coopération transfrontalière, ce qu'ils pouvaient apporter à l'Union européenne comme expérience, ce que vous avez vécu dans les derniers mois, quelles leçons vous en tirez et surtout quelles leçons vous en tirez au niveau européen plus largement. Quelles impulsions il faudrait donner à ce niveau européen, à ce niveau peut-être des États membres, leur dire voilà, nous ce qu'on retient et ce qu'on voudrait que vous mettiez en œuvre rapidement parce que c'est indispensable à nos concitoyens. Eh bien, à mon avis, les GECT constituent une formidable chose pour l'Europe. Alors, lorsque j'ai commencé, il y a 25 ans environ, et il y avait une frontière très compliquée entre l'Italie et la Yougoslavie. On parle des années 90. Et on ne partageait aucun service. Nous étions au niveau du rideau de fer et la situation était très compliquée à l'époque. Grâce à Interreg, nous avons commencé à apprendre à nous connaître, à échanger nos bonnes pratiques, à mettre en place des réseaux, à mieux se comprendre et aussi à se faire confiance. Et les 30 années d'existence du programme Interreg y ont vraiment contribué. Avec le GECT, nous avons atteint un deuxième niveau de coopération parce que Interreg est là pour promouvoir les partenariats, mais pas forcément quelque chose de très stable parce que parfois un projet donc démarre et se termine. La différence avec le GECT, c'est qu'au quotidien, le GETC vise à avoir quelque chose de stable et qui pourrait être considéré comme étant les premières briques du prochain ensemble européen. Et je crois vraiment que on pourrait vraiment prévoir un rôle spécifique pour le GECT afin d'avoir une organisation stable, quelque chose qui pourrait fournir des services comme le cas de l'hôpital de Cerdanya ou les investissements qui sont faits dans le corridor Rhin-Alpes.
Donc, pas seulement des projets prévus sur 2-3 ans, mais vraiment une stratégie sur le long terme, quelque chose qui dure 20, 30, 40 ans. C'est ça dont l'Europe a besoin maintenant. L'Europe a besoin d'une vision et non pas simplement de projets à court terme. On a besoin d'une vision à long terme pour l'Europe. Merci à tous d'avoir très bien illustré effectivement ces diverses initiatives, la pluralité de ces groupements. Nous allons maintenant les récompenser. C'est l'heure du prix 2020 des GECT qui va être remis par Isabelle Boudinot. Je vous laisse la parole, puisque vous êtes coordinatrice, je vous laisse la parole pour cette remise de prix, la première aussi du genre. Oui, alors c'était la première qui était greffée à ce forum. Par contre, elle a déjà eu lieu, elle s'est déjà tenue au comité des régions, puisque en réalité, c'est la 4e édition de ces prix du GECT. Il est décerné ce prix tous les 2 ans. Et d'ailleurs, ma région a été aussi lauréate sur un prix de transport. C'est une dimension qu'on n'a pas forcément beaucoup évoquée, mais de transport transfrontalier, où là aussi l'utilité des GECT n'est plus à démontrer. Donc ce prix est vraiment destiné à montrer à quel point les GECT ont un effet levier pour la croissance économique, pour la création d'emplois, pour la protection de l'environnement et de la nature, pour promouvoir aussi l'éducation, l'inclusion sociale, le patrimoine et bref, pour résumer aussi la citoyenneté européenne. Ce n'est pas un des minces attraits de ce transfrontalier. Le prix prévoit de récompenser les résultats concrets obtenus par les GECT d'ores et déjà existants et qui mettent en évidence la valeur ajoutée européenne de ce GECT, ce qui nous permet ensuite de citer en exemple toutes ces interventions qu'ils ont pu mettre en place. Pour ce prix 2020, nous avons reçu 15 candidatures vraiment de grande qualité et ça a rendu très difficile le travail du jury. Mais après de longues délibérations, nous avons choisi comme lauréat du prix cette année le Groupement européen de coopération territoriale Eurodistrict PAMINA. PAMINA, c'est le rassemblement des premières lettres de Palatine du Sud, Mittellerer Oberrhein et Alsace du Nord. Donc, cet Eurodistrict PAMINA a été récompensé pour son projet intitulé Passepartout, Weltenbummler. Cela permet aux enfants à partir de 8 ans de découvrir les eurodistricts de la vallée du Rhin supérieur, d'apprendre la langue des uns et des autres et de sensibiliser les élèves à la diversité culturelle, d'intensifier les échanges interculturels avec des rencontres de classes transfrontalières. Mais je vais laisser surtout la parole au directeur du GECT, qui est monsieur Patrice Harster, qui va présenter son projet avec la responsable du projet elle-même, qui est Victoria Hansen. Je leur laisse la parole tout de suite en les félicitant. Oui, bonjour à toutes et à tous. Et je voudrais aussi en profiter pour saluer mon ami Jörg Zalbach qui a participé à la table ronde, avec qui nous avons commencé à construire PAMINA en 1991. Donc vous voyez, ça fait aussi une trentaine d'années. Chère Isabelle Boudinot, vous remercier bien sûr, remercier le comité des régions également au nom de mon président, et bien sûr l'ensemble du membre du jury. Je pense que vous l'avez dit, c'était une tâche assez difficile pour décerner le prix cette année, dont nous sommes bien sûr très fiers d'avoir été retenus. Le projet, effectivement, concerne un projet qui est là pour promouvoir le bilinguisme sur la frontière franco-allemande dans l'espace du Rhin supérieur, donc qui s'appelle Passepartout, surtout destiné à des écoliers de l'école primaire, les enfants de 9 à 11 ans. C'est un jeu numérique, donc vous voyez bien qu'il colle parfaitement à la crise sanitaire aujourd'hui avec le Covid, les confinements des enfants à la maison. On peut exercer et jouer au jeu en présentiel, mais aussi de manière individuelle à la maison, donc sans aucun problème. Durant les 3-4 années, on a 3000 utilisateurs, donc 3000 enfants qui ont participé pour l'instant, une centaine d'enseignants qui ont été formés à ce jeu numérique, et en gros 500 défis qui ont été lancés au courant de ces quatre dernières années.
Peut-être préciser aussi, parce qu'on en a beaucoup parlé aujourd'hui, donc c'est un projet qui a été financé par le programme Interreg, Rhin supérieur, donc c'est toujours important d'avoir cette symbolique portée par des financements européens. Et comment est né ce jeu? Là aussi, c'est symbolique au niveau européen. On a réalisé un jeu plateau avec nos partenaires polonais et tchèques sur une ville frontière qui s'appelle Szczecin, qui est près de la frontière slovaque d'ailleurs. Et le jeu plateau, qu'on appelle aussi en France jeu de loi, finalement, a tellement plu aux enseignants qu'ils en ont voulu faire un jeu numérique. Et la demande nous a été faite, et finalement on trouvait que c'était assez extraordinaire, avec aujourd'hui tous les outils dont on dispose au niveau digital et numérique. Et donc on a transformé le jeu plateau en jeu numérique, en adaptant avec des dessins en 3D, donc ça a été très bien réalisé aussi par les graphistes. Et peut-être aussi remercier l'ensemble de ces enseignants, souvent bénévoles, qui ont donné leur temps, et l'ensemble des autorités éducatives qui ont joué le jeu pour réaliser finalement cette action-là qui est assez simple, si vous voulez, au niveau du résultat, mais compliqué pour la mise en œuvre, parce qu'il n'a pas toujours été facile de négocier avec les autorités éducatives, mais nous avons réussi. Et remercier, Isabelle, vous l'avez cité, Victoria Hansen, qui malheureusement là n'assiste pas à la présentation, mais je sais qu'elle nous écoute. Et remercier Victoria pour son engagement absolument exceptionnel pour ces 3-4 dernières années pour réaliser le jeu. Et peut-être pour terminer, ce jeu-là se poursuivra sur les autres territoires transfrontaliers. Nous avons déjà eu des contacts. Il est aujourd'hui en licence open source, donc en fait, il est libre de droit. Vous pouvez même nous contacter, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez le développer sur chacune des frontières. Et je crois que ça aussi, c'est un fort enjeu, un fort symbole au niveau européen pour dire on garde pas les choses uniquement pour nous, non, non, tout le monde pourra l'utiliser. Voilà, merci encore à tout le monde. Vous, bien évidemment, pour la remise du trophée et du diplôme, ce sera envoyé par la poste, en étant vraiment au regret que tout ça n'ait pas pu avoir lieu ensemble. Et puis, je voudrais aussi, très vite, malheureusement, je crois que le temps nous est compté, mais dire le jury a décidé de décerner une mention d'honneur au GECT Eurométropole Lille Kortrijk Tournai pour son projet Europe, je t'aime moi non plus. Et je vais laisser tout de suite la parole à Loïc Delhuven, qui est le directeur de ce GECT Eurométropole Lille. Je reprononce Kortrijk Tournai. Je lui laisse redire mieux que moi le nom de cet Eurodistrict. Et puis, les féliciter eux aussi. Ils vont nous expliquer ce qu'ils ont mis en place. Ah, il y a un problème de son. Toujours pas. Non. Alors, juste glisser quelques mots sur ce projet en attendant peut-être d'entendre Loïc. Et l'objectif de ce projet est de combler l'écart entre les citoyens et le plus haut niveau des institutions européennes et de permettre aux citoyens de s'exprimer au sujet de l'Europe. Donc cela s'est traduit par l'organisation de consultations citoyennes qui ont inclus plusieurs centaines de participants. Et puis grâce aux médias sociaux, le GECT a atteint plus de 200 000 personnes. Et en plus, ces manifestations ont été très largement couvertes par la presse. Donc c'était d'un point de vue citoyenneté européenne, un projet aussi qui nous a beaucoup intéressés. Je suis connecté. Ah, Loïc, on vous entend peut-être avec le téléphone. Oui, c'est bon. Vous m'entendez ? Oui. C'est bon ? Voilà, excusez-moi. Donc voilà, très heureux. Merci beaucoup en tout cas pour ce prix au nom des membres de l'Eurométropole et donc du président de l'Eurométropole, Rudy Demotte. Donc une mention un peu particulière aussi, donc c'est-à-dire que nous avons lancé des consultations citoyennes européennes suite à l'appel du président de la République, donc en
en avril 2018 et nous avons pris le pari avec le GECT de l'Eurométropole d'organiser cela, mais non pas de manière, on va dire, en one shot, mais véritablement en construisant de manière durable un dialogue permanent avec les citoyens de l'Eurométropole. Et donc, au travers de cette expérience que l'on appelle Europe je t'aime moi non plus, nous a permis de pouvoir toucher durant près d'une année près de 300 citoyens sur les zones transfrontalières et de pouvoir aussi aboutir au-delà de ce triptyque Europe je t'aime moi non plus à la mise en place en 2021 d'un espace citoyen européen, et donc c'est-à-dire d'un espace de dialogue entre citoyens et ce de manière durable et pas uniquement à la veille des scrutins européens tels que c'est généralement souhaité. Et donc dans ce cadre-là, cette consultation citoyenne européenne, cet espace citoyen européen permettra en tout cas d'avoir le rassemblement de près de 3 régions, mais également de 2 États, à savoir la France et la Belgique, et de pouvoir travailler sur cette dimension de manière originale, bien évidemment, tout en sachant que, bien évidemment, on a beaucoup parlé, ces bassins de vie sont des outils intéressants pour le niveau européen, mais il faut bien avoir en tête que ces outils sont avant tout au service des citoyens des différentes frontières. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous souhaitons mettre en place un véritable dialogue permanent, je l'ai déjà dit, entre à la fois les autorités européennes, mais également les citoyens de l'Eurométropole. Et donc, dans ce cadre-là et dans le lancement de cet espace citoyen de l'Europe qui aura lieu donc en 2021, nous allons organiser un dialogue entre 10 personnalités du monde et de l'institutionnel européen pour pouvoir dialoguer avec des personnes tirées au sort sur notre territoire et de pouvoir continuer ce dialogue, puisque le but du jeu, ce n'est pas d'être uniquement dans l'entre-soi, mais de véritablement dépasser aussi les frontières mentales et de pouvoir attirer des personnes qui n'ont pas forcément l'occasion de s'exprimer sur les enjeux européens. Et donc, voilà, ça c'est en tout cas notre approche un peu militante sur cette dimension de citoyenneté européenne. Et je conclurai en tout simplement en remerciant mon équipe et singulièrement Inès Mendes et Romain Morer qui ont énormément travaillé pour que cet espace citoyen de l'Europe ne soit pas un espace citoyen incompris et donc avec finalement uniquement un vocable, une approche institutionnelle, mais véritablement de pouvoir redescendre vers les préoccupations des citoyens. Donc merci beaucoup à eux et merci au jury, en tout cas, d'avoir décerné le coup de cœur dans le cadre de cet événement. Merci. Voilà, je passe tout de suite la parole. Je sais que le temps nous est compté. Félicitations encore, bravo à ces 2 lauréats. Et eh bien, rendez-vous dans 2 ans et je l'espère cette fois tous ensemble pour avoir un verre de l'amitié et montrer que les GECT ont été de nouveau très efficaces 2 années supplémentaires. C'est la fin, en tout cas, de cette cérémonie de la première table ronde de l'après-midi. Merci à tous nos invités d'avoir si bien illustré leur travail. On se retrouve à 16h pile pour une discussion finale de ce premier jour avec, vous allez le voir, de grands Européens. C'est tout de suite à 16h pile. On vous attend nombreux pour les questions. À tout de suite.